à l'heure où la France est dans le collimateur de Donald Trump. Certes, nous ne sommes pas directement cités dans la nouvelle stratégie nationale de sécurité signée par Donald Trump, mais malgré tout, ce document, sans nous citer, met bien en cause notre pays et Emmanuel Macron, accusé de ne pas avoir les moyens de défendre l'Ukraine dans la guerre face à la Russie. Regardez ce qui est dit dans cette note. L'administration Trump se trouve en désaccord avec les responsables européens qui ont des attentes irréalistes sur la guerre, souvent membres de gouvernements minoritaires, instables. Suivez mon regard. Il est loin d'être évident que certains pays disposeront d'économies et d'armées suffisamment solides pour rester des alliés fiables. Magali, pardonnez-moi, nous ne sommes pas nommés, mais la gifle, elle est cinglante pour nous. Il parle de la France quand il parle de gouvernement minoritaire et instable. Ça ne fait absolument aucun doute. Aucun doute, en effet. On n'est pas cité, mais c'est tout comme. Oui, évidemment. Et le rôle, en fait, de la France dans cette guerre en Ukraine, dans cette volonté de fédérer les Européens derrière les Français et les Anglais, qui ont pris de la tête de cette coalition des volontaires, et on le voit bien complètement dénoncé par Donald Trump. Attente irréaliste. Alors, c'est vrai que on est saisi quand on lit ce document, cette revue stratégique américaine, parce que les Européens en prennent pour leur grade, mais en permanence. C'est-à-dire qu'on est sur la voie du déclin civilisationnel, déclin économique, avec une immigration incontrôlée, victime d'une submersion migratoire. On sent à quel point il frappe dur. Mais ce qui est intéressant, c'est aussi, au-delà de cette charge extrêmement violente, c'est qu'il y a une vraie volonté d'ingérence. Ça, c'est vraiment écrit noir sur blanc, parce que au-delà de ce qu'on vient de lire, il y a aussi une volonté de pousser ce qui sont appelés les partis patriotiques européens, qui sont, si on lit Donald Trump et cette revue stratégique, source d'optimisme pour l'administration Trump. Donc, au-delà du constat cinglant sur l'inefficacité finalement européenne, il y a l'idée que l'administration Trump va tout faire pour pousser les partis patriotiques européens. Et évidemment, ça, le Rassemblement national, on l'imagine, l'aura bien lu aussi noir sur blanc. Est-ce que vous avez vu l'allusion d'Amir Fleureau ? Élysée n'a pas réagi, mais c'est très clair. Oui, c'est effectivement très clair. Et factuellement, on peut dire aussi que c'est juste. Une situation politique instable, je crois qu'on la commente largement sur ce plateau et sur cette antenne à longueur de semaine. Et on verra demain si on gagne un petit peu de stabilité avec le peut-être vote sur le budget de la sécurité sociale. Mais c'est vrai que la France est affaiblie sur un plan intérieur, très concrètement. Aujourd'hui, les ministres ne sont pas en capacité de déployer leur politique comme on pourrait l'imaginer et comme ça a été fait pendant des années et des années grâce à des majorités solides au Parlement. Et sur le plan international, eh bien, Emmanuel Macron est actif, certes, on l'a vu encore il y a quelques jours en Chine, on l'a vu recevant le président Zelensky à Paris, aujourd'hui à Londres, à grand renfort de déclarations, mais sans doute que cette voix de la France porte moins en raison de cette situation politique. Pour ce qui est des ingérences, vous avez raison Magali, c'est très important. On pense souvent que les ingérences, elles viennent de l'Est et de la Russie. Le président de la République recevra le président roumain à l'Élysée demain. La Roumanie a été victime très directement d'ingérences venues de la Russie, forçant le pays à réorganiser un scrutin. C'est vrai qu'on imagine moins, on visualise moins une ingérence venue outre-Atlantique des États-Unis sur un prochain scrutin, bon, peut-être pas les municipales, mais la présidentielle de 2027. Colonel Pierre de Jong. Vous savez, c'est les nouveaux rapports géopolitiques mondiaux. Si vous êtes fort, vous êtes respecté. Si vous êtes faible, vous n'êtes pas respecté. Le problème, c'est que l'Europe, comme je disais tout à l'heure, l'Europe aujourd'hui, c'est un peu l'heure des bilans. Les armées, ça fait 20 ou 30 ans que les armées sont en baisse d'effectifs, en baisse de budget. Les pouvoirs politiques sont relativement, je dirais, instables. Et puis, troisième point, financièrement, on a des problèmes. Donc, en fait, on est faible. Cette faiblesse, on l'affirme. À coup de chance pour nous, cette faiblesse était cachée par l'OTAN. On avait une espèce de gros mur américain
américains, on était derrière, le rempart américain, on disait, si, entre guillemets, l'ennemi russe déboule, on aura toujours un parapluie américain. Et là, le parapluie américain, ils ne le feront pas. Et le problème, c'est que les Américains, Trump, il n'a pas la vision de Biden. Parce que Biden pensait la même chose que Trump. Mais c'est un démocrate, il ne le disait pas. Donc il mettait les formes. Trump, il ne met pas les formes. Alors, lui, paf, il tape dedans, vous êtes faible, vous dégagez. Donc tout son discours, il est incroyable, parce que j'ai pris des notes à gauche, à droite. Là. Un exemple, le grand remplacement dans l'OTAN. Ça, c'est un truc que j'avais jamais entendu. C'est qu'en fait, ils considèrent que, vous savez qu'il y a 32 pays dans l'OTAN. Oui. Bon, une partie sont les pays européens. Donc, ils considèrent que l'Europe, elle subit une espèce de montée en puissance du modèle, je dirais, islamique, pour faire court. Donc, il y aura plus de musulmans dans notre pays que de chrétiens, etc. Donc, il y a une transformation. Que cette transformation va amener une transformation de l'OTAN. Alors, la question est la suivante, double point, ouvrez les guillemets. Est-ce qu'on peut accepter une alliance comme l'OTAN dans laquelle 7 ou 8 pays seraient dominés par des pays musulmans? Il pense à la Belgique, par exemple, où il y a un vrai sujet, encore une fois, de montée en puissance, des minorités. Tout ça, c'est la remise en cause de notre modèle. Mais rappelons-nous, le vice-président américain... il utilise le grand remplacement, alors, en anglais, c'est pas traduit forcément exactement comme ça, mais on rappelle quand même que c'est une théorie qui est une théorie du complot. Il n'y a pas de grand remplacement, il n'y a aucun chiffre. Oui, d'accord, mais c'est un grand remplacement. C'est sa crainte. C'est dans la revue stratégique américaine. Ah oui, c'est sa vision du monde. C'est ce que j'ai précisé, bien sûr. Donc, le problème, c'est que moi j'étais surpris, je ne pensais pas du tout qu'il allait imaginer que l'OTAN serait déstabilisée parce que nous-mêmes, nous l'étions potentiellement par une transformation des populations. Et on voit bien jusqu'où ça va. Donc le problème, c'est qu'en fait, cette espèce de mépris, cette espèce de détachement par rapport à l'Europe, il s'affirme à travers toute une série de critères plus ou moins objectifs, encore une fois. Notre faiblesse militaire, la partie politique, ou le fait effectivement de nos systèmes politiques sont relativement faibles, parce qu'on parle du président Macron, mais les Anglais sont dans la même situation. Le président Premier ministre Carmer, qui est arrivé il y a à peine un an, il est déjà sur un siège éjectable, etc. Donc tout ça, ça fait que les Américains considèrent en finale que l'Europe n'est pas un allié fiable, et tout ce qu'il peut dire en appui de l'Ukraine, malheureusement, tout ce qu'il peut dire en appui de l'Ukraine, en fait, n'a aucun sens, puisque vous n'avez pas la possibilité d'imposer vos vues. Parce que tout le problème est là. C'est ça qu'il le dit, oui. Mais le président Macron, il le dit. Il dit, voilà, il y a des éléments de convergence avec les Américains. Parce qu'il sait qu'il ne peut pas décrocher. Il ne peut pas affirmer, puisque je vous l'ai dit tout à l'heure, il faut en gros une dizaine d'années pour recréer une armée, recréer un système. Donc voilà, on en est là aujourd'hui. Donc c'est un peu l'heure des bilans. Et pour nous, Européens, ça risque d'être relativement douloureux. Dans le rapport France-États-Unis, écoutons l'analyse de Charles Kushner lors d'un sommet jeudi dernier sur l'amitié franco-américaine. Charles Kushner, qui est ambassadeur des États-Unis en France. Nous voulons continuer à renforcer ce partenariat étroit. Veillons à ce qu'il soit solide, durable et très puissant. Je pense qu'un véritable partenariat repose sur le principe gagnant-gagnant et non gagnant-perdant. Nous abordons chaque situation qui pourrait être bénéfique pour les États-Unis, car nous représentons les États-Unis. Mais je pense que lorsque les États-Unis gagnent, la France gagne aussi, et vice-versa. Gagnant-perdant, mais qui est perdant dans ce rapport de force? Les Européens, certainement à court terme, mais ce que posent effectivement les questions soulevées par ce rapport et ce nouveau vocabulaire à l'adresse notamment de la France, même si elle est citée de façon indirecte, mais aussi les propos de l'ambassadeur américain en France, c'est qu'il va y avoir certainement aussi un enjeu pour 2027. Oui. C'est effectivement, nous préparons à des campagnes de désinformation et d'ingérence de la Fédération de Russie en France, mais peut-être que nous nous attendons beaucoup moins à des ingérences de cette administration américaine pendant l'élection présidentielle française. Pourtant, cette administration américaine s'est déjà ingérée dans de nombreux processus électoraux en Europe ces derniers mois. En Allemagne, où Elon Musk a défendu, soutenu l'AfD. Vous rappeliez le cas roumain qui était effectivement symbolique de la désinformation et des ingérences russes, mais il y avait aussi des ingérences américaines durant ce scrutin, qui soutenait d'ailleurs exactement le même candidat. Un candidat anti-européen, anti-OTAN. Et là, on sentait effectivement que les points de vue russes et américains se rejoignaient déjà sur ce cas-là. Est-ce qu'en France, nous sommes protégés de cela? Je ne crois pas. Effectivement, il peut y avoir des attaques conjointes d'une partie de l'administration américaine et du Kremlin pour pousser certains candidats, certains narratifs, effectivement anti-européens, anti-OTAN, pourquoi pas anti-Ukraine, parce qu'effectivement, la France est un
maillon essentiel de l'architecture de sécurité européenne et de la stabilité politique du continent européen. Déstabiliser la France, c'est véritablement déstabiliser l'Europe entière. Oui, alors vous voyez réagir. Il y a une réaction et une prise de conscience de l'administration française. Le budget du ministère des Armées est en hausse, et notamment sur ce volet de guerre informationnelle. Viginum, qui est une cellule de scan de ces ingérences en permanence et qui propose une riposte dès qu'il y a des attaques qui visent des intérêts de notre pays. Et puis le président de la République, qui s'est lancé depuis quelques semaines plutôt, dans une tournée avec la mise en avant de ce sujet, désinformation et démocratie. Et on apprend aujourd'hui qu'il sera en milieu de semaine à Saint-Malo, auprès de la presse quotidienne régionale, après être allé dans le nord de la France, dans le sud-ouest, pour poser cet enjeu, parce que effectivement, on voit que le danger, bien sûr, il vient au niveau de nos frontières, à l'est de l'Europe, avec des guerres physiques dans les tranchées notamment, mais qu'il vient aussi par la création de bots, de dizaines de milliers de comptes TikTok qui font des ravages sur pas que les jeunes, notamment les seniors qui s'informent beaucoup sur les réseaux, qui votent particulièrement plus que les autres Français en moyenne. Mais vous savez ce que vous répond à ce moment-là de l'administration Trump? Elle vous rend censure de la liberté d'expression. Parce que, non, mais c'est ce qui est écrit noir sur blanc. C'est-à-dire que l'Union européenne, en fait, est le lieu de la censure. Alors, c'est déjà ce qu'avait dit le vice-président il y a une dizaine de mois, ce qui avait absolument terrifié tous les Européens. C'était la conférence sur la sécurité à Munich, où déjà, il faisait la leçon sur la liberté d'expression. Et c'est vrai que ce week-end, on a vu à quel point Elon Musk et finalement toute la sphère MAGA se déchaînait contre l'Union européenne après l'amende qui a été mise par la Commission européenne à X, donc le réseau social d'Elon Musk, avec ce hashtag « Abolissons l'Union européenne », qui a été repris par tous les supporters, enfin toute la sphère MAGA. C'est dire s'il y a un véritable clivage finalement sur cette question également. Ce qui est troublant, Kadi, c'est dans cette mise en cause de la France par Donald Trump, c'est que les relations entre Emmanuel Macron et Donald Trump, elles ne sont pas mauvaises, elles sont complexe, racontez-nous. Oui, c'est le moins qu'on puisse dire. Alors, il se serre dans les bras comme jamais, il se tutoie, il s'appelle Donald, il s'appelle Emmanuel, et pourtant personne n'est dupe, c'est vrai. En 8 ans, on a l'impression vraiment que c'est l'illustration parfaite d'une espèce de je t'aime, moi non plus diplomatique entre ces deux hommes-là. Alors des images, il y en a évidemment pléthore. Donald Trump, qui était à ses débuts invité, s'était regardé, il avait été invité le 14 juillet 2017 par Emmanuel Macron sur les Champs-Élysées. Des déclarations d'amitié, pour toujours, et à jamais. Trump, qui avait même lâché Emmanuel Macron, est un grand leader, un ami. Le monde entier découvrait cette relation. L'apothéose, c'était au printemps 2018. Tiens, des regards complices, des poignées de main interminables. Regardez, c'était au printemps 2018. Regardez, c'est assez parlant. Thank you. Thank you. Je l'aime beaucoup. C'est ça qu'il dit. Il y a une affaire. Ah oui, il s'est passé quelque chose, effectivement. Sauf que quelques mois plus tard, et là nous sommes en 2019, la France impose une taxe de 3% aux géants américains du numérique qui sont jugés sous-imposés, si je puis dire, malgré les milliards qu'ils réalisent en France. Trump riposte illico, il menace de taxer à 100% le vin français, menace aussi sur le champagne, sur le fromage. La brouille est désamorcée temporairement en 2020 par un accord temporaire. Vous vous souvenez sûrement, Marie-Aline. Oui, Kadi, le répit avec l'ère Biden, l'Europe et les Américains font bloc face à la guerre en Ukraine. Pendant ce temps, Trump, il promet déjà de terminer la guerre en 24 heures et raille l'Europe. Oui. Souvenons-nous. Et oui, ça on s'en rappelle très bien ici. Et il revient donc à la Maison-Blanche en janvier. Et pour dire combien cette relation est complexe, regardez qui est invité à la Maison-Blanche un mois à peine après son investiture. C'est Emmanuel Macron, en février, premier leader européen reçu à la Maison-Blanche. Acclamation, accolade devant les caméras. Et en même temps,
si je peux dire, l'illustration qui ne sont pas sur la même longueur d'onde. C'était cette séquence qu'on a vue à la Maison-Blanche où Donald Trump évoquait les prêts européens à l'Ukraine et Emmanuel Macron qui a corrigé Donald Trump, on s'en souvient, en disant non, c'est pas tout à fait ça. Oui, On donne aussi, hein, on fait notre part. Sourire crispé, pour autant, c'est sans rancune, hein, puisqu'après ce fiasco, rappelez-vous de Volodymyr Zelensky, dans le bureau ovale, qui organise un train pour la paix pour Kiev avec les leaders européens pour pousser des garanties de sécurité à l'Ukraine et qui dégaine son téléphone portable pour appeler Donald, c'est Emmanuel Macron. En juin, au G7, rebelote, Trump quitte la table des discussions en pleine réunion. Emmanuel Macron nous dit oui, Donald Trump a dû quitter les discussions parce qu'il doit aller s'occuper du plan de paix avec l'Iran. Et là, sans concession, Donald Trump qui sort. Oui, de toute façon, Emmanuel Macron se trompe toujours. C'est pas du tout ça. J'étais pas partir pour ça. Regardez, le président français est toujours en quête de publicité, que ce soit intentionnel ou non. Il se trompe toujours. Affaire à suivre. Pour en arriver à cette fameuse scène dont tout le monde se souvient, à Sharm el-Sheikh, en Égypte, l'humiliation devant la planète entière, où Donald Trump trouve Emmanuel Macron plutôt discret par rapport à son habitude. Merci beaucoup, Emmanuel. Je pensais qu'Emmanuel serait ici debout. Où est-il? Tu fais profil bas aujourd'hui? Je ne peux pas y croire. C'est mon ami. Alors aujourd'hui, il continue ce même tango, ce même ballet. Un jour, il se téléphone chaleureusement, un autre, il se critique publiquement. En somme, c'est un peu un vieux couple. En fait, l'un a besoin de l'autre pour exister, en tout cas là, sur la scène internationale. C'est très intéressant, merci Kadi, toutes ces séquences. Damien, j'avais oublié que Emmanuel Macron avait été le premier dirigeant européen à être reçu par Donald Trump à la Maison-Blanche un mois après son investiture, même pas. Oui, et c'est vrai que ça avait été un déplacement fort en symbole. Il y en avait eu aussi lors du premier quinquennat d'Emmanuel Macron. Vous l'avez montré, Kadi, quand Donald Trump est l'invité officiel du président de la République à ce défilé qui a impressionné, dit-on, Donald Trump, qui voulait faire de même à Washington. Après, il s'est rendu compte que c'était un peu compliqué en termes d'organisation. C'est vrai que voilà, la relation, elle est très compliquée. Elle a toujours été très compliquée. Vous avez cité ces fameux sujets de droits de douane. Il y a aussi l'accord de Paris, le retrait très symbolique des États-Unis par la volonté de Donald Trump. Alors que Emmanuel Macron souhaitait en faire un moment fort de sa présidence, a profondément, je pense, terni et empêché aussi quelque part une bonne relation très, très complexe par ailleurs.